Savais-tu que, littéralement, tu vis avec des dinosaures tous les jours? Je ne plaisante pas. Ce petit oiseau qui chante à ta fenêtre le matin, les pigeons que tu vois au parc, même le poulet que tu as mangé hier, ce sont tous des dinosaures. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la science en est sûre à 100%. Je sais que ça paraît fou, mais reste avec moi. L'idée selon laquelle les dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années est techniquement incorrecte. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la majorité des dinosaures a disparu, mais qu'un groupe bien précis a survécu, a évolué et est devenu les plus de 10 000 espèces d'oiseaux qui existent aujourd'hui. Et non, ce n'est pas une théorie complotiste trouvée sur Internet. C'est un consensus scientifique établi depuis des décennies. Les oiseaux sont littéralement des dinosaures modernes. Des dinosaures tout autant que le T-Rex ou le Vélociraptor. En fait, d'un point de vue strictement scientifique, les oiseaux constituent le groupe de dinosaures le plus diversifié qui ait jamais existé. Il existe aujourd'hui plus d'espèces d'oiseaux vivantes que toutes les espèces de dinosaures non aviens connues dans le registre fossile réuni. Prépare-toi, car après avoir vu cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais un poulet de la même manière. Mais avant de commencer, dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo et si tu savais déjà que les oiseaux sont des dinosaures. Et si tu aimes ce genre de contenu scientifique, abonne-toi et active la cloche. J'ai beaucoup d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci. La découverte qui a tout changé. L'histoire commence en 1869, à peine 10 ans après la publication de L'origine des espèces de Darwin. Un scientifique nommé Thomas Huxley étudiait alors un fossile extraordinaire appelé Archaeopteryx, ce qui signifie « oiseau ancien ». Cet animal était vraiment étrange. Il possédait des plumes et des ailes comme un oiseau, mais aussi des dents acérées, une longue queue osseuse composée de vertèbres et des griffes sur ses ailes. C'était littéralement un mélange entre un dinosaure et un oiseau moderne. Huxley était en avance sur son temps. Il proposa que les oiseaux aient évolué directement à partir des dinosaures. Mais ces idées étaient bien trop révolutionnaires pour l'époque. La majorité des scientifiques pensaient que les oiseaux et les dinosaures partageaient un ancêtre commun très ancien, mais qu'ils constituaient des groupes totalement distincts. Il fallut attendre 100 ans avant que la communauté scientifique ne reconnaisse que Huxley avait raison. Tout changea en 1996 avec la description de Sinosauropteryx découvert en Chine. Ce fut le premier dinosaure non-avien confirmé à posséder des plumes. Il ne s'agissait pas de plumes modernes et complexes, mais de structures simples, semblables à des poils. Pourtant, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait bien de plumes. Plus incroyable encore, l'état de conservation était si exceptionnel que les scientifiques purent analyser les mélanosomes, les cellules responsables de la coloration, et déterminer la couleur réelle de l'animal de son vivant. Le résultat fut stupéfiant. Il était rouge et blanc, avec des anneaux sur la queue et une tache sombre sur le visage. Imagine un instant. Pour la première fois de l'histoire, nous connaissions la couleur exacte d'un dinosaure ayant vécu il y a 125 millions d'années. Cette découverte a tout bouleversé. Depuis, des dizaines d'espèces de dinosaures à plumes ont été mises au jour avec une conservation remarquable. Microraptor était noir avec un éclat irisé, comme un corbeau. Anchiornis était noir avec des détails rouges et des taches blanches sur les ailes. Psittacosaurus, un lointain cousin du Tricératops, était beige avec des taches noires
et un visage plus sombre. Ces découvertes ont totalement détruit l'image classique des dinosaures à la peau écailleuse et reptilienne. De nombreux dinosaures, en particulier les théropodes carnivores bipèdes, étaient couverts de plumes. Et cela nous amène à la question que tout le monde se pose. Le T-Rex avait-il des plumes? La réponse est complexe. Tyrannosaurus rex appartient au groupe des tyrannosauridés, qui fait lui-même partie des chélurosaures, le même grand groupe qui inclut tous les oiseaux. Cela signifie que le T-Rex est plus étroitement apparenté à un moineau qu'à un Spinosaurus ou à un Giganotosaurus. Certains tyrannosauridés plus petits et plus primitifs possédaient effectivement une couverture de plumes simples, surtout lorsqu'ils étaient jeunes. En revanche, les empreintes de peau que nous possédons pour les adultes de T-Rex montrent des écailles, et non des plumes. L'explication la plus probable est que les tyrannosaures géants ont perdu leurs plumes en grandissant, un peu comme les éléphants et les rhinocéros ont perdu l'essentiel de leur pelage. À une telle taille, le risque de surchauffe devient bien plus problématique que le froid, et les plumes cessent d'être utiles. Mais imagine ceci. Un bébé T-Rex devait probablement être duveteux et couvert de plumage. Voilà qui changerait radicalement l'image popularisée par Jurassic Park, n'est-ce pas? Voyage au Trias, là où tout a commencé. Voyageons maintenant 250 millions d'années dans le passé, au début de l'ère mésozoïque, la fameuse ère des dinosaures. Mais voici le détail surprenant. Il n'y a pas encore de dinosaures. La planète vient de traverser la pire extinction massive de toute son histoire. On estime que plus de 80% des espèces ont disparu lors de ce que l'on appelle la Grande Mort, à la limite entre le Permien et le Trias. La Terre était littéralement un enfer. Tous les continents étaient réunis en un seul supercontinent appelé la Pangée, transformant l'intérieur des terres en un immense désert aride. La vie survivait principalement sur les côtes et dans quelques régions plus humides. Les premiers animaux à recoloniser la planète ne furent pas les dinosaures, mais d'autres reptiles étranges et les cynodontes, des animaux plus proches des mammifères que des reptiles. Les premiers dinosaures apparurent vers la fin du Trias, il y a environ 230 millions d'années. Ils étaient petits, bipèdes et agiles. L'ancêtre commun de tous les dinosaures ne mesurait probablement pas plus d'1 mètre de long. Imagine un animal de la taille d'un chien moyen, marchant sur 2 pattes, avec des bras courts mais fonctionnels et une longue queue servant de balancier. Ces premiers dinosaures possédaient déjà 2 caractéristiques qui allaient s'avérer essentielles pour les futurs oiseaux. La première était la présence d'os pneumatisés, des os remplis de cavités d'air, extrêmement légers mais très résistants. C'est exactement le même système que l'on retrouve chez les oiseaux modernes, ces os creux qui leur permettent de voler sans être trop lourds. La seconde était la présence de sacs aériens, des extensions du système respiratoire qui permettaient une circulation unidirectionnelle de l'air bien plus efficace que les poumons des mammifères. Ces adaptations leur conféraient un avantage énorme. Ils pouvaient être plus actifs, plus rapides et mieux réguler leur température corporelle. C'étaient les athlètes d'élite du monde préhistorique. Alors que d'autres animaux se fatiguaient rapidement, les dinosaures pouvaient maintenir un effort prolongé. Et voici un point crucial. Ces caractéristiques ont évolué des millions d'années avant l'apparition du vol. Elles n'ont pas évolué pour voler, mais pour courir et chasser plus efficacement. Puis survint l'événement pluvial carnien, il y a environ 232 millions d'années. En résumé, il a plu sans interruption pendant plus d'1 million d'années. Oui, 1 million d'années de pluie.
Cet événement transforma complètement la planète. Les déserts se changèrent en forêts luxuriantes. Les animaux qui dominaient auparavant ne purent s'adapter et s'éteignirent. Les dinosaures, déjà avantagés sur le plan respiratoire et métabolique, saisirent cette opportunité et se répandirent sur toute la planète. Vers la fin du Trias, les dinosaures s'étaient déjà diversifiés en plusieurs grands groupes. Les saurichiens se divisèrent en deux branches principales. Les sauropodes, qui deviendraient les géants au long cou, comme le Brachiosaurus, et les théropodes, les carnivores bipèdes. C'est dans cette seconde branche que les oiseaux apparaîtront beaucoup plus tard. Les théropodes conservèrent une morphologie bipède, agile, avec des membres antérieurs fonctionnels. En fait, si l'on compare la silhouette d'un théropode à celle d'une autruche, la ressemblance est frappante. Le Jurassique, quand les plumes conquièrent le monde. Bienvenue au Jurassique, une période qui s'étend d'environ 201 à 145 millions d'années. C'est l'époque que tout le monde connaît grâce au cinéma. Et à juste titre, c'est là que les dinosaures dominèrent véritablement la planète. Mais ce que les films ne montrent presque jamais, c'est que nombre de ces dinosaures étaient recouverts de plumes. Au Jurassique moyen et supérieur, un groupe particulier apparut au sein des théropodes, les chelurosaures. Ces dinosaures étaient généralement plus petits et plus agiles que leurs cousins plus massifs, comme Allosaurus. Et c'est ici que tout devient essentiel. Ils développèrent des structures de kératine qui sortaient de la peau. Au début, il s'agissait de filaments simples, semblables à des poils. Avec le temps, ces structures évoluèrent pour devenir de véritables plumes complexes. Une plume moderne est une merveille d'ingénierie biologique. Elle possède un axe central creux, appelé rachis, duquel partent des barbes, elles-mêmes divisées en barbules, munies de minuscules crochets qui s'emboîtent entre eux. Cela crée une surface plane, légère, résistante et flexible. Mais les plumes n'ont pas commencé ainsi. Les premières protoplumes n'étaient que de simples filaments rigides, semblables à des poils. Et voici un point que beaucoup de gens ignorent. Les plumes ne sont pas apparues pour le vol. C'est fondamental. Les plumes sont apparues en premier, et le vol est venu des millions d'années plus tard. Alors, à quoi servait-elle à l'origine? Principalement à trois choses: la thermorégulation, la parade et la protection des nids. La thermorégulation est évidente. Les plumes sont d'excellents isolants thermiques. Elles conservent la chaleur corporelle pendant les nuits froides et protègent du soleil durant la journée. C'est exactement la même raison pour laquelle les mammifères ont développé des poils. La parade est tout aussi importante. De nombreux animaux utilisent des structures voyantes pour attirer des partenaires ou intimider des rivaux. Pense à la queue du paon ou à la crinière du lion. Les plumes aux couleurs vives remplissaient précisément cette fonction. Nous disposons même de preuves fossiles directes. Des oviraptorosaures, un groupe de dinosaures à plumes, ont été retrouvés littéralement couchés sur leur nid, les bras déployés, exactement comme une poule qui couve ses œufs. Ces dinosaures possédaient des ailes ornées de grandes plumes en éventail, mais ils ne pouvaient pas voler. Ils étaient trop lourds et leurs os ne présentaient pas les adaptations nécessaires. Leurs ailes servaient à protéger les œufs du froid, de la pluie et des prédateurs. Au sein des coelurosaures apparut un groupe encore plus spécialisé, les maniraptoriens. Leur nom signifie « voleurs à main » et fait référence à leurs longs bras puissants, dotés de mains extrêmement mobiles. Ils possédaient un os particulier au niveau du poignet, l'os semi-lunaire,
qui leur permettait de replier la main vers l'intérieur et vers l'extérieur. Exactement le mouvement que les oiseaux utilisent aujourd'hui pour battre des ailes. À l'époque, ce mécanisme servait surtout à mieux saisir les proies. Les maniraptoriens comptent parmi les dinosaures les plus célèbres et les plus fascinants. D'un côté se trouvaient les thérizinosaures, de gigantesques herbivores dotés des griffes les plus longues jamais observées, dépassant parfois 1 mètre. De l'autre, il existait des groupes plus petits et très agiles, adaptés à la vie arboricole. L'un de ces groupes, les paraviens, allait jouer un rôle crucial dans l'origine des oiseaux. Les paraviens étaient de petits dinosaures, généralement de la taille d'un chat ou d'un petit chien, vivant dans les arbres. Ils possédaient des griffes recourbées idéales pour grimper, de longues queues servant de balancier, et des plumes complexes sur les bras et la queue. L'un des plus incroyables était Yi-Ki, un dinosaure chinois ayant vécu il y a environ 160 millions d'années. Cet animal développa des membranes de peau tendues entre des doigts extrêmement allongés, formant des ailes similaires à celles des chauves-souris. C'était un planeur arboricole, sautant d'arbre en arbre grâce à ses ailes membraneuses. Son lignage s'est malheureusement éteint rapidement, mais il démontre à quel point les dinosaures ont expérimenté différentes formes de vol. D'autres paraviens conservèrent tôt les plumes et commencèrent à développer des ailes de plus en plus aérodynamiques. Microraptor, par exemple, possédait 4 ailes, une paire sur les bras et une autre sur les pattes, arrière. Il était noir avec un éclat irisé et passait probablement la majeure partie de son temps dans les arbres, planant de branche en branche tout en chassant insectes et petits vertébrés. Les premiers oiseaux et le Crétacé. Nous arrivons enfin au groupe des Avialae, qui comprend tous les oiseaux et leurs plus proches parents. C'est ici que les choses deviennent réellement passionnantes, car nous observons la transition entre des dinosaures arboricoles et de véritables animaux capables de voler. Le membre le plus célèbre de ce groupe est sans aucun doute Archaeopteryx, le oiseau ancien étudié par Thomas Huxley. Il vivait il y a environ 150 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. D'une taille comparable à celle d'un pigeon, il possédait des plumes asymétriques sur les ailes. Un signe clair d'adaptation aérodynamique, tout en conservant de nombreux traits typiquement dinosaures. Des dents acérées, une longue queue osseuse composée de vertèbres et des griffes sur les ailes. Pendant longtemps, on a cru que Archaeopteryx était le premier oiseau. Mais nous savons aujourd'hui que d'autres dinosaures volants ou planeurs existaient déjà à la même époque. Anchiornis, par exemple, est légèrement plus ancien. Il était noir, avec des détails rouges sur la tête et des taches blanches aux extrémités noires sur les ailes. Comme Microraptor, il possédait 4 ailes et était probablement un planeur assez performant. Cela nous amène à un débat fascinant. Comment le vol est-il apparu? 2 grandes hypothèses s'opposent. La première, dite du sol vers le ciel, suggère que des dinosaures couraient en battant leurs membres antérieurs, emplumés, jusqu'à générer suffisamment de portance pour décoller. La seconde, dite des arbres vers le sol, propose qu'il s'agissait d'animaux grimpeurs qui sautaient d'arbre en arbre, planant de plus en plus loin jusqu'à l'apparition du vol battu. Les données les plus récentes favorisent clairement la seconde hypothèse. La majorité des premiers Avialae étaient manifestement arboricoles, avec des griffes fortement recourbées, idéales pour l'escalade. Ils ne disposaient pas de la musculature pectorale nécessaire à un vol battu soutenu, ce qui indique qu'ils étaient surtout des planeurs, capables de battre occasionnellement des ailes pour gagner de l'altitude ou manœuvrer. Le véritable vol
viendrait plus tard. Nous entrons maintenant dans le Crétacé, dernier grand chapitre de l'ère mésozoïque qui s'étend d'environ 185 à 66 millions d'années. C'est à cette période que les oiseaux prennent véritablement leur envol, au sens propre. Apparaît alors un groupe appelé les ornithothoraces, ce qui signifie poitrine d'oiseau. Un nom parfaitement approprié car ils développèrent une structure essentielle, une carène sternale fortement développée. PAM. Carène est cette grande crête osseuse située au centre de la poitrine chez les oiseaux modernes. Si tu as déjà préparé un poulet entier, c'est ce grand os en forme de V sur le bréchet. Elle sert de point d'ancrage aux puissants muscles pectoraux nécessaires au vol. Sans carène, il n'y a tout simplement pas assez de place pour des muscles suffisamment puissants. Avec elle, le vol battu continu devient enfin possible. Les ornithothoraces se divisèrent en deux grands groupes. Les énantiornites, appelés oiseaux opposés, et les euornites, les vrais oiseaux. Et voici ce qui est fascinant. Pendant presque tout le Crétacé, ce furent les énantiornites qui dominèrent complètement. Il existait des centaines d'espèces, occupant pratiquement tous les niches arboricoles disponibles. Certains avaient des dents, d'autres non. Certains étaient de la taille d'un moineau, d'autres d'un corbeau. Ils représentaient les oiseaux les plus prospères du Mésozoïque. Pendant ce temps, les euornites, le groupe auquel appartiennent tous les oiseaux modernes, étaient relativement rares et peu diversifiés. Et voici le détail surprenant. La plupart des euornites du Crétacé vivaient à proximité de l'eau. C'étaient des oiseaux aquatiques ou semi-aquatiques, se nourrissant de poissons, d'invertébrés aquatiques et de végétaux. Ichthyornis, par exemple, ressemblait à une mouette, mais possédait des dents. Hesperornis avait perdu toute capacité de vol et s'était spécialisé dans la plongée, utilisant ses pattes palmées pour nager sous l'eau comme un manchot moderne. Pourquoi cette spécialisation aquatique? Très probablement à cause de la concurrence. Les énantiornites dominaient les arbres et les forêts, tandis que les ptérosaures, proches parents des dinosaures, mais n'en faisant pas partie, contrôlaient le ciel ouvert. Vers la fin du Crétacé, les ptérosaures atteignirent d'ailleurs des tailles colossales. Quetzalcoatlus, le plus grand animal volant de tous les temps, possédait une envergure d'environ 14 mètres, comparable à celle d'un petit avion. Les euornites trouvèrent donc refuge dans les milieux aquatiques où la compétition était moindre. Une stratégie qui semblait restrictive à l'époque, mais qui allait se révéler décisive pour leur survie. À la fin du Crétacé, des oiseaux modernes existaient déjà dans les trois grandes lignées actuelles. Les paléognates, ancêtres des autruches et des kiwis, les galoanseriformes, ancêtres des canards et des poules, et les néoaviens, presque tous les autres. Certains de ces oiseaux étaient pratiquement identiques aux espèces actuelles. Et voici le fait renversant. Ces oiseaux vivaient aux côtés de dinosaures comme Tyrannosaurus rex et Triceratops. Les oiseaux n'ont pas évolué après l'extinction des dinosaures. Ils ont évolué pendant l'ère des dinosaures et ont cohabité avec eux pendant des dizaines de millions d'années. Les oiseaux sont simplement un autre type de dinosaure, celui qui s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Le jour qui a tout changé. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre s'écrasa sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, à une vitesse dépassant les 40 000 km par heure. L'explosion fut inimaginable, libérant une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques. L'impact vaporisa les roches, créa un cratère de 180 km de diamètre
et projeta des milliards de tonnes de matériaux dans l'atmosphère. Ce qui suivit fut une véritable apocalypse écologique. Des incendies mondiaux ravagèrent les forêts. Un nuage de poussière et de cendres enveloppa la planète pendant des années, bloquant la lumière du soleil. La photosynthèse s'effondra. Les plantes moururent. Les herbivores moururent. Les carnivores moururent. Les chaînes alimentaires s'écroulèrent. On estime que plus de 75% de toutes les espèces disparurent. Tous les dinosaures non aviens s'éteignirent. Les gigantesques sauropodes, les puissants tyrannosaures, les véloces rapaces, tous disparurent. Les ptérosaures, qui avaient dominé les cieux pendant 150 millions d'années, s'éteignirent également. De nombreux groupes de mammifères, de reptiles, d'amphibiens et de poissons disparurent eux aussi. Mais certains survivants réussirent à passer l'épreuve. Les crocodiles et les tortues survécurent probablement grâce à leur capacité à rester longtemps sans se nourrir. De petits mammifères, vivant dans des terriers, survécurent également. Et surtout, certaines espèces d'oiseaux survécurent. Mais pas n'importe lesquelles. Les énantiornites, pourtant dominants au Crétacé, disparurent totalement. Pas une seule espèce ne franchit la limite de l'extinction. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans les arbres et que les forêts furent parmi les écosystèmes les plus dévastés. Sans arbres, sans fruits, sans insectes dans les canopées, ils n'avaient aucune chance. En revanche, les euornites, ces oiseaux aquatiques modestes vivant près des rivières et des lacs, disposaient d'un avantage crucial. Les écosystèmes d'eau douce furent parmi les moins touchés. Alors que les forêts dépendent presque entièrement de la photosynthèse, les rivières et les lacs tirent une grande partie de leur énergie de la décomposition de la matière organique. Champignons et bactéries continuèrent à décomposer les restes de plantes et d'animaux morts, maintenant les chaînes alimentaires même dans l'obscurité. Ainsi, les oiseaux se nourrissant de poissons, d'invertébrés aquatiques et de charognes purent survivre. Ce ne fut pas facile, mais ils survécurent. Et lorsque la poussière retomba, que le ciel s'éclaircit et que la vie recommença à prospérer, ces oiseaux se retrouvèrent dans un monde totalement nouveau, rempli de niches écologiques vides, prêtes à être occupées. Et les oiseaux ne perdirent pas de temps. L'ère des dinosaures continue dans les premiers millions d'années suivant l'extinction. Durant le Paléocène, les mammifères commencèrent à se diversifier et à croître en taille. Mais ils n'étaient pas seuls. Les oiseaux connurent eux aussi une explosion de diversité, occupant des niches autrefois tenues par d'autres dinosaures. En Amérique du Sud apparurent les oiseaux de la terreur, ou Phorus racide. C'étaient d'énormes prédateurs pouvant atteindre 3 mètres de hauteur et peser plus de 100 kilos. Ils possédaient des becs gigantesques et tranchants comme des haches qu'ils utilisaient pour frapper et déchiqueter leurs proies. Ils devinrent les nouveaux superprédateurs du Cénozoïque, dominant l'Amérique du Sud pendant des millions d'années, jusqu'à il y a environ 2 millions d'années, lorsque le continent se relia à l'Amérique du Nord et que de grands carnivores mammaliens, comme les félins, arrivèrent. En Europe et en Amérique du Nord apparut Gastornis, un oiseau herbivore géant de la taille d'un ours, se nourrissant de plantes et de graines grâce à son énorme bec. En Australie évoluèrent les Dromornithidés, des oiseaux tout aussi massifs, certains pesant jusqu'à une demi-tonne. Des manchots géants, hauts comme des humains adultes, patrouillaient les océans australes. Pelagornis, un oiseau marin apparenté aux canards et aux poules, possédait une envergure dépassant 6 mètres
et des pseudo-dents sur le bec pour capturer les poissons. Mais ces géants ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La véritable explosion de diversité eut lieu chez les oiseaux de petite taille. Durant l'Éocène et l'Oligocène, entre 56 et 23 millions d'années, pratiquement tous les ordres modernes d'oiseaux apparurent et se diversifièrent. Les oiseaux chanteurs, les perroquets, les hiboux, les aigles, les colibris, les canards, les pigeons, absolument tous. Les colibris sont particulièrement fascinants. Ils sont endémiques des Amériques, ce qui signifie qu'ils n'existent nulle part ailleurs. Ils ont développé les capacités de vol les plus sophistiquées de tous les vertébrés. Ils peuvent voler en arrière, latéralement, et rester immobiles dans l'air avec une précision millimétrique. Cela leur a permis d'occuper le rôle de pollinisateurs, un rôle autrefois réservé presque exclusivement aux insectes. Le colibri Zunzunchito de Cuba est l'un des plus petits dinosaures ayant jamais existé, mesurant à peine 5 cm. À l'autre extrême se trouve l'autruche africaine, le plus grand dinosaure vivant. Elle peut peser jusqu'à 130 kg et atteindre près de 3 mètres de hauteur. Elle court à 70 km/h et est en réalité l'oiseau le plus dangereux du monde, responsable chaque année de plusieurs décès à cause de ses coups de patte extrêmement puissants. Aujourd'hui, il existe plus de 10 000 espèces d'oiseaux, contre environ 6 000 espèces de mammifères. Les oiseaux constituent le groupe de vertébrés terrestres le plus diversifié. Ils ont conquis pratiquement tous les milieux, des déserts les plus arides aux régions polaires, des profondeurs océaniques au sommet des plus hautes montagnes. Certains oiseaux ne touchent jamais la terre ferme pendant des années, volant sans interruption au-dessus des océans. D'autres plongent à plus de 500 mètres de profondeur. Certains migrent de pôle à pôle chaque année, parcourant plus de 70 000 km. Et surtout, les oiseaux sont partout. Ce moineau à ta fenêtre, ce pigeon au parc, ce faucon qui plane au-dessus de la ville, ce sont tous des dinosaures. Les dinosaures ne se sont pas éteints. Ils ont simplement évolué, se sont adaptés et ont conquis le monde d'une manière que même Tyrannosaurus Rex n'aurait jamais pu imaginer. Quand tu regardes un oiseau, tu n'observes pas un lointain descendant des dinosaures. Tu observes un véritable dinosaure vivant, respirant, porteur de toutes les adaptations développées par ses ancêtres pendant plus de 230 millions d'années. Les os pneumatisés qui donnaient de l'agilité aux théropodes. Les sacs aériens qui permettaient aux sauropodes d'atteindre des tailles colossales. Les plumes qui servaient à l'origine à se protéger du froid et à se parer. Tout est là, dans ce petit oiseau qui chante chaque matin. La prochaine fois que tu verras un poulet, souviens-toi que tu regardes un dinosaure domestiqué. Un descendant direct de créatures qui ont dominé la planète pendant 165 millions d'années. Un survivant d'extinction massive, de changements climatiques extrêmes et de la compétition la plus féroce imaginable. Les oiseaux sont des dinosaures. Et l'ère des dinosaures n'a jamais pris fin. Elle a simplement évolué. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dira que les dinosaures ont disparu, tu pourras le corriger avec assurance. Les dinosaures sont plus vivants que jamais. Ils chantent dans les arbres, nagent dans les océans et, oui, se retrouvent même dans ton assiette sous forme de nuggets de poulet. L'histoire des oiseaux est une histoire de résilience, d'adaptation et de succès évolutif. C'est la preuve que l'évolution n'a ni plan ni objectif, seulement la survie. Et les oiseaux, ces extraordinaires dinosaures modernes, en sont les maîtres absolus. J'espère que cette vidéo t'aura autant retourné le cerveau qu'elle l'a fait pour moi
en la préparant. Si elle t'a plu, laisse un like, partage-la avec tes amis qui doivent savoir que les dinosaures sont toujours vivants. Et abonne-toi pour encore plus de contenu scientifique fascinant. À très bientôt dans la prochaine vidéo et d'ici là, va observer quelques dinosaures. Ils sont partout.